Bonjour tout le monde. Bon, journée grise. Et il y a du monde dans la rue. Il y a plus de circulation. Il paraît que Macron va nous dire demain qu'il faut s'enfermer jusqu'à fin mai minimum, ce qui était prévisible. Alors moi je tiens à le dire tout de suite, ça va pas être possible pour moi en fait. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi ça va pas être possible. Donc je pense qu'il va falloir qu'à un moment on sorte, et puis ceux qui doivent mourir mourront, peut-être moi. Mais je me vois pas en fait. Je me vois pas rester enfermé jusqu'à juin. Je me vois pas rester enfermé jusqu'à septembre. Ça va pas le faire en fait. Et puis cette histoire d'attestation pour pouvoir sortir de chez soi, ça va pas le faire non plus en fait. Voilà. Donc je me fous des raisons. Là, mes libertés civiles, je veux bien les suspendre un petit moment, mais je les suspendrai pas jusqu'en juin, juillet. Je les suspendrai pas jusqu'en septembre. Ça va s'arrêter, hein. Donc moi, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, la pression monte en fait. Donc voilà. Donc quand elle sera trop montée, je sortirai quand je voudrais en fait. Et je ferai ce que je voudrais. D'ailleurs, j'envisage d'organiser une petite soirée ici. Voilà. Voilà. C'est pas très articulé, peut-être politiquement, mais je sais pas. Je trouve que ça a sa logique. En tout cas, voilà, on n'en est pas là, hein. Je vais encore rester un citoyen obéissant. Donc, on va continuer à lire le livre d'Emmanuel Pagano. Nous en nous. C'était juste pour dire ça. C'était juste pour dire que je reste encore obéissant. Je pense que je peux encore tenir une quinzaine de jours. Mais sinon, après, ben, je sors et je fais des fêtes chez moi. Tranquille. Je vous dis ça tranquillement. Voilà. Et non seulement je sors, mais je sortirai sans attestation. Et je ne déclinerai pas mon identité. Mais ça peut plus continuer, en fait. Pour moi, ça peut plus continuer. Alors, ça a un peu rien à voir avec ce livre, mais en fait, je ne le lirais pas comme ça sur Facebook si on n'était pas tous enfermés, vous voyez, si on n'avait pas tous renoncé, hein, à nos libertés. Où l'on repense à la Boétie et à la soumission volontaire. Il faudrait peut-être lire ça après Emmanuel Pagano. Bon, évidemment, bah, c'est l'heure du camion. Vous entendez le camion? Peut-être que je vais. Ben, c'est pas la soumission volontaire, c'est la servitude volontaire. Je crois que je vais enchaîner, je vais nous relire à tous le discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Puis quelques passages de Tocqueville. Voilà. Je sais pas, je crois que les esclaves haïtiens se sont révoltés au cri de la liberté ou la mort. Et voilà. Et ben, il y a bien de gens qui doivent mourir. Ils mourront. Je vous dis, peut-être que je mourrai, moi, du coronavirus en sortant. Mais je vais pas rester chez moi pendant un an. Je vais pas rester chez moi pendant 6 mois, je vais pas rester chez moi pendant 3 mois. D'accord? Je préfère mourir. Voilà, je mets en danger la vie des autres. J'en ai rien à foutre. OK? On est chacun sur Terre libre. OK? Bon, donc ça sera une petite séance un peu. Bon, puis alors là, on a le bruit du quartier, mais à fond les manettes. C'est vraiment manque de bol, quoi. À chaque fois, mais tout le temps, en fait. Je sais pas, je les attire. Je crois que j'attire la voirie avec ces lectures. Je crois que les éboueurs de mon arrondissement sont fans de mes lectures. Oh putain, je suis énervé là. Bon, quand nous sommes couchés dans le lit, s'il me touche et ne bouge plus, je ressens tout de suite l'envie de remuer, de me tourner, de changer de position. Je n'arrive pas à me tenir contre lui en restant immobile. J'ai des fourmis, des courbatures, parfois des crampes, c'est presque douloureux. Dans les caresses, dans le mouvement, ça va. Mais cette étreinte figée pour dormir dans les bras de l'autre, putain, mais putain de camion de merde! Ah! Putain de camion de merde! Je suis obligé de gueuler là, du coup. Ah! Bon.
Calme-toi, là. Ah, je sais pas, là, ils sont partis pour un... Je sais pas, on a le... Bon, alors je vais continuer à discourir sur la liberté. Voilà. Combien de temps vous allez accepter, en fait, de montrer un papier que vous aurez préparé pour aller vous balader, en fait? Ça va durer combien de temps? Hein? Vous trouvez pas con à applaudir à 8 heures du soir je veux dire, c'est le néant en termes de messages politiques. Vous applaudissez les soignants à 8 heures du soir comme on dirait des lapins du Racel, en fait. Tu vois? Je sais pas, on pourrait pas, je sais pas, les gens pourraient pas crier un truc, je sais pas, sécurité sociale ou n'importe quoi. Non, ça serait pas possible plutôt que d'applaudir comme des gogoles. Sentez pas un peu con? Parce que moi, hein, j'adore les infirmières, j'adore les médecins, je soutiens leur travail, mais on n'est pas dans une pièce de théâtre, là, c'est la réalité. On vous dit non? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu le chœur grec, mais le chœur, on vous permet même pas de chanter, quoi, juste d'applaudir. Voilà, moi j'applaudis pas les soignants, je les applaudis pas, parce que je refuse de jouer la pièce, en fait. C'est complètement débile ces trucs là, c'est complètement débile. Ces manifestations comme ça d'Union nationale, qui est Union nationale? Bon, alors le camion s'en va, on va peut-être pouvoir lire. Voilà, ouf, putain, là ça nous fait une introduction de je sais pas combien de minutes, mais ça vous a permis de me donner l'occasion, enfin ça m'a donné l'occasion de vous rendre compte de mon humeur. Donc voilà, je crois que c'est Rousseau quelque part qui déclare que voilà, que la révolte est un devoir. Je sais plus, il faut que je retrouve la citation. Mais derrière, on va enchaîner sur la Boétie, hein, parce que la servitude volontaire, là, tout le monde enfermé chez lui, là, avec les petits papiers, les élections suspendues, pour de toute façon un système en fait qui est déjà un simulacre en fait, hein, comparé à la démocratie directe suisse. Là, on a atteint pour moi un niveau, c'est la RDA, là, en fait. Avec très bien justifié, hein, très bien. Mais c'est la RDA, donc moi je vais sortir. Moi je vais me mettre à sortir, et sans papier. Voilà, il en faut comme ça un peu des déviants. En tout cas, j'en ai ras-le-bol. Alors, quand nous sommes couchés dans le lit, s'il me touche et ne bouge plus, je ressens tout de suite l'envie de remuer, de me tourner, de changer de position. Je n'arrive pas à me tenir contre lui en restant immobile. J'ai des fourmis, des courbatures, parfois des crampes, c'est presque douloureux. Dans les caresses, dans le mouvement, ça va, mais cette étreinte figée pour dormir dans les bras de l'autre m'est impossible. Mon corps se bloque, je m'écarte. Il n'est pas très à l'aise en société, et à la moindre émotion, il bégaye. Il bégaye en disant mon prénom, j'adore ça. Je crois qu'il l'a remarqué. Alors souvent, il m'appelle, il me nomme. Dans l'intimité, il ne bégaye pas. Mais il suffit que nous soyons en public, à boire un verre avec des amis. Il s'adresse à moi au moindre prétexte, avec mon prénom doublé dans sa bouche. Elle explore tout, hein. Elle explore les, la voix, l'odeur, les cheveux, l'eau. Donc je pense on sent quand même qu'il y a eu une ambition d'exhaustivité. Donc il y a un léger effet catalogue, et en même temps, c'est logique dans ce livre. C'est-à-dire qu'on a envie. On n'a pas envie d'avoir un dictionnaire auquel il manque je sais pas moi, 9 lettres, vous voyez. Donc, avec les définitions qui correspondent à ces 9 lettres, on a envie d'avoir un dictionnaire complet dans les mains. Eh bien, là, ce livre, c'est pareil. Donc, elle va au bout, en fait. Je n'oserais jamais lui dire mes sentiments. Dans ma langue, on dit avouer ses sentiments. Comme si c'était une faute de goût, un manque de tact, une faute de langage peut-être. Pas de ça entre nous, pas de faute de langage, surtout pas. Et puis nous nous voyons si rarement, tous les deux, et encore plus rarement seuls. On dit en tête à tête. Je ne sais pas comment je pourrais lui parler. Pourtant, en tête à tête avec lui, je le suis presque en permanence quand il travaille à ses textes.
Je suis dans sa tête, dans sa langue, je suis dans ses phrases. Un jour, j'ai croisé sa femme, j'ai même discuté avec elle, et je me suis rendu compte qu'elle ne le connaissait pas aussi bien que moi, qui vais fouiller au plus proche de ses pensées, de ses mots, quand je traduis ses livres en français. Ça doit être le transfert, mais pas dans la relation psychanalytique, dans la relation traducteur-auteur. Ça continue de me saouler un peu, tout ce qui concerne l'écriture, mais bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je pense que c'est un effet sociologique, puisque Emmanuel Pagano doit connaître plein d'auteurs, donc on a dû lui confier plein de choses de cet ordre-là, en fait. Elle m'a laissé en me disant son prénom et à bientôt. Je ne connaissais rien d'autre d'elle, juste son prénom. Elle ne m'avait donné aucun moyen de la contacter. Je suis resté avec le souvenir de son visage et son prénom pendant des jours, sans penser à autre chose, incapable de me concentrer ailleurs, de seulement regarder ailleurs que dans ce souvenir, les oreilles bourdonnantes. J'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau, et c'était elle qui l'a plongée dedans, me noyer. Bon, alors là, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai quelque chose à dire. Juste avant le confinement, quelques jours avant le confinement, j'ai rencontré une jeune fille absolument charmante. Nous avons discuté, le courant passé. Et jeune fille absolument charmante, vous m'avez demandé mes coordonnées. Je vous ai proposé de vous donner ma carte. Vous m'en avez demandé 2, parce qu'il y a des images différentes sur mes cartes. En me disant, je te rappellerai. Vous avez pris 2 de mes cartes et vous ne m'avez pas rappelé. Donc, je ne sais pas, jeune fille charmante, si vous regardez ces vidéos, j'en doute en fait. Enfin, je sais pourquoi j'en doute fortement. Et donc, je témoigne en fait à la compagnie du fait que c'est quand même un scandale, non? J'ai rien demandé, moi. Et je ne donne pas seulement une carte, mais 2 cartes. Au prix des cartes de visite, quand même, ça mérite, quand on promet de rappeler, d'être rappelé. Bref, ce fragment me fait penser à ça. Car j'ai rarement croisé quelqu'un qui me plaît autant que vous, jeune fille charmante. Putain. Et là, on est parti pour 200 ans de confinement. Donc voilà, bon, alors, je pourrais me procurer vos coordonnées, mais je ne le ferai pas, car j'ai déjà donné 2 cartes, ça suffit. Sur le moment, je me suis dit, ça en fait une de trop, et je suis en train de me dire que ça en fait 2 de trop. Bon, tant pis, ça arrive. On passe au fragment suivant. J'ai l'impression de m'être fait justice, là. Ah là là, mais si vous saviez, incroyable. On croise des gens comme ça une fois tous les 5 ans dans une vie, en fait. Et vraiment, à moins d'avoir pris mes rêves pour la réalité, j'ai vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose. Bon, Marc. Allez, on enchaîne. J'ai plein d'autres cartes. J'ai à nouveau plié bagage. Je n'ai pas supporté son ancien amant. Par jalousie, il était entré dans l'appartement de ma compagne, dont il avait gardé les clés, et avait volé tous mes papiers, ma carte d'identité, carte vitale, tout. Il venait de déposer quelques cartons et quelques sacs chez elle. J'étais retourné chez moi chercher le reste. Cette fois, je m'installais. En voyant mes affaires éparpillées, j'ai pas compris, je comprends pas ce qui se passe. J'ai à nouveau plié bagage. Je n'ai pas supporté son ancien amant. Par jalousie, il était entré dans l'appartement de ma compagne, dont il avait gardé les clés, et avait volé tous mes papiers, ma carte d'identité, carte vitale, etc. Bon, là, on comprend. Je venais de déposer quelques cartons et quelques sacs chez elle. J'étais retourné chez moi chercher le reste. Donc, il dépose des affaires chez elle. Il repart chez lui faire un deuxième voyage. L'ancien amant débarque et lui pique sa carte d'identité, c'est ça? Cette fois, je m'installais. En voyant mes affaires éparpillées, je n'ai d'abord pas compris que c'était lui. Alors, donc, il revient de son second voyage de déménagement, et là, il trouve ses affaires éparpillées. Je suis allé déclarer le vol au commissariat, c'était interminable, et sur le chemin du retour, je me suis vu en gros plan, affiché partout dans le quartier, dans les cabines téléphoniques, placardé aux vitrines des commerces, sur les murs, les fenêtres, les poteaux. Ma photo d'identité agrandie sur des avis de recherche, avec en dessous un numéro de portable qui n'était ni le mien, ni celui de mon ami. Je l'ai appelé, je lui ai donné le numéro.
Elle n'a pas paru surprise. Elle m'a dit c'est son numéro, il ne me laissera jamais refaire ma vie, il m'aime à la folie. Elle avait l'air presque rassurée en disant ça. Elle n'était même pas en colère. Et donc il l'a quittée. Eh ben c'est l'autre qui mérite cette femme. Voilà, il s'est bougé, il est un peu sorti des... Et il la mérite. Il la mérite. Il lui a suffi de ça pour jeter l'éponge au mec. Petite bite. Alors, la lumière concentrée dans la fenêtre des couleurs vives inhabituelles pour un matin. Merde, qu'est-ce que je lui dis mal, hein. La lumière concentrée dans la fenêtre des couleurs vives inhabituelles pour un matin. On aurait dit un midi, peut-être même un après-midi. En ouvrant les yeux, j'ai eu cette sensation d'urgence, d'être en retard, d'avoir dormi trop longtemps. Il faisait jour depuis quand? Je me suis redressé brusquement. Elle s'est réveillée en me demandant l'heure. Je lui ai répondu de ne pas s'inquiéter, de se rendormir. J'étais soulagé. Il était encore temps. L'urgence était telle, la différence des couleurs, le tournis du temps, des heures enchevêtrées. Elle était là, elle dormait près de moi. Ça me déréglait tout. Il a été mon amour de trajet. Nous nous sommes aimés toutes ces années dans le tram en allant au travail, en revenant. 20 minutes aller, 20 minutes retour, tous les jours ouvrables. Nous n'avons pas pu faire grand-chose, quelques baisers, quelques gestes tendres, mais nous avons beaucoup parlé, nous connaissions nos vies par cœur, et nos rêves, nos déceptions. Nous étions en couple chacun de notre côté, et nous nous donnions des nouvelles de nos enfants, nous nous retrouvions au retour des vacances, nous nous consolions de nos tourments, par tranches de 20 minutes. 2 personnes à gerber encore. Il y en a plusieurs là-dedans, là, qui... Ah, je ne vois pas comment on peut romantiser la trahison comme ça, tranquille, quoi, sans scrupules, sans remords, sans encombrement moral, rien. Rien. Alors, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Il t'a pas mis la saucisse, c'est ce que tu veux nous dire. Mais bon, il t'a quand même touché la glotte avec le bout de sa langue. Sans doute quelques doigts dans le train. Mais rien, il n'y a rien. Ça les dérange pas du tout, quoi. Et même l'adultère émotionnel, ça les dérange pas, en fait. Parce que bon, mettons qu'il n'ait pas été physique, cet adultère. Émotionnellement, enfin, c'est... Je sais pas. Moi, je me sens décalé parce que tout le monde, je connais plein de gens qui trouvent ça normal, oh, tellement... Oh, comme c'est beau, quelle belle histoire. Ah, putain. Qui vie de merde. Des vies de cancrelats, j'en parlais hier, des cancrelats en action. Voilà. Donc moi, par exemple, je sais pas, il y a peut-être des gens qui lisent ça, qui se disent, oh mon Dieu, oh, ils ont une vie clandestine, mais furtive, oh, comme c'est beau. Et moi, ce livre-là, quand je lis ce fragment-là, ça me fait gerber. Donc c'est ce que je disais aussi une autre fois, c'est que, voilà, il n'y a pas de jugement il n'y a pas de jugement. C'est présenté, et puis du coup, ça laisse tout le spectre des réactions possibles. Je pense que ça permet, voilà, ça permet un lectorat sans doute beaucoup plus complet. Bon, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que j'étais de bonne humeur. Enfin, bah, ce fragment aurait suffi à me mettre de mauvaise humeur. Mais qu'a-t-il vécu? Bah, la même chose que vous, bande de nazes. La même chose que vous, là, pendant que vous êtes en train de m'écouter sur Facebook. Là, c'est le confinement. Hein? Ils sont où, vos maris, femmes, compagnons? Hein? Peut-être en train de faire frotti-frotta ailleurs? Hein? Amis cancrelats? Puisqu'on est tous des cancrelats. Bon. Mon mari court les orages en pleine nuit. Pas comme dans la chanson de Brassens, mais presque. Il ne pose pas de paratonnerre, il installe des trépieds pour son appareil photo. Connecté en permanence sur son téléphone portable, aux données internet, aux cartes radars, aux courbes de température, bardé d'électronique, il attend que le ciel déploie son carnaval. Son cœur se met à battre plus fort dès que d'innocents nuages de beau temps prennent ce qu'il appelle de l'extension verticale. Il dit que chaque nuage est porteur d'espoir esthétique. Et il y pense plusieurs jours à l'avance, penché sur les tracés des baromètres.
Il fixe ses boussoles, cajole ses capteurs. Il a toujours regardé le ciel. Tout petit déjà, il courait après l'ombre des cumulus pour calculer leur vitesse et leur altitude. Il parcourt des distances folles, des centaines de kilomètres, pour quelques photos dans le noir, même s'il travaille tôt le matin, même si je lui demande de rester. Il prend sa voiture, roule après l'orage, se déplace avec lui. Si quelque chose l'arrête, comme le rivage par exemple, quand l'orage se développe au large, le mystère, la légende, la peur en sont encore amplifiés. Il aime ces orages de mer inaccessibles. Il n'aime pas les petits orages de ville, trop rassurants. Il cherche des orages de pleine nature, dans des ciels préservés, des raz-de-marée aériens qui le font se sentir minuscule. Il me parle de rues de nuages. Il me décrit les phénomènes d'alignement liés à l'écoulement du vent à différentes altitudes, le parfum caractéristique de la route quand il commence à pleuvoir et que l'orage se tient prêt, et enfin les sons crépitants, les voix caverneuses et profondes du tonnerre, les odeurs incendiées, les halos bleus, les ramifications lumineuses qui transforment le ciel en frondaison éclatante. Il me dit qu'il y a souvent une période de calme avant la fin. On ne perçoit plus aucune activité électrique et, brutalement, un énorme éclair vide tout l'orage. L'orage passé, toute l'énergie donnée par la haute pression retombe et là, et seulement là, il se rend compte à quel point il est loin et se demande comment il va pouvoir faire le chemin inverse. Déconcerté, perdu, il m'appelle. Et là, je me souviens d'une soirée. Alors, je bois très rarement de l'alcool, ce que mes amis savent. Ayant eu la joie d'avoir eu une mère alcoolique au dernier degré. Mais j'en bois. Je ne bois en fait que de l'alcool quand il sort d'une bouteille qui coûte plus de 100 €. C'est une contrainte que mon ami Pierre-Yves, il y a 25 ans, m'avait offerte. Il m'avait dit, mais tu n'as qu'à te fixer cette contrainte et comme ça, tu es à l'abri, en fait, toi, de l'alcoolisme. Parce que quand on ne boit pas, j'ai jamais été alcoolique. Mais quand on est un enfant d'alcoolique, on a peur, en fait, de le devenir. C'est pour ça qu'on ne boit pas. Et j'ai respecté cette contrainte, en fait. Voilà. Si la bouteille coûte moins de 100 €, je n'en bois pas. Bon, du coup, j'ai bu des tueries. D'ailleurs, pas mal, hein. Plusieurs avec Pierre-Yves. Pierre-Yves, je te remercie. Je sais pas si tu te souviens notre carte de bouteille de Château Yquem. Putain, c'est phénoménal le Château Yquem. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec la choucroute. C'est pas à ça que ça me fait penser. J'ai fait une exception un soir. Je peux pas vraiment raconter en fait ce qui s'est passé avant, mais j'ai bu du Campari. 2 verres de Campari. J'étais ivre mort en fait, dans un vernissage. Mais j'étais ivre mort. Et je les ai bu parce que je venais de faire quelque chose qui m'avait demandé beaucoup d'efforts en fait. Je venais de faire un sacrifice en fait. Et je n'arrivais pas à retrouver le métro en fait. J'ai cherché le métro Opéra. Parce que sur la ligne 3, il me ramenait directement chez moi à l'époque, dans le 20e. Et j'arrivais pas à le retrouver. Et j'ai téléphoné à ma femme, à l'époque j'étais marié, pour lui dire que j'étais dans la rue et que je n'arrivais pas à trouver le métro en fait. Et elle a compris qu'en fait j'étais ivre. Et elle m'a guidé. Elle me décrivait à quoi ressemblait un métro en fait. Enfin bref, ça a duré mais quelque chose comme 40 minutes. En fait j'étais à 200-250 mètres de la station Opéra. Je suis rentré dans le métro et après elle est allée m'attendre à l'autre bout de la ligne en fait. Voilà, me récupérer. Car si j'avais bu, c'était pour ne pas la perdre. Ouais, du coup, je ne l'ai pas perdu là. Plus tard, je l'ai perdu, mais on finit toujours par perdre tout le monde. Mais là, je ne l'avais pas perdu. Et cette histoire d'orage, déconcerté, perdu, il m'appelle, ça me fait penser à ça. Ben, je raconte vraiment des trucs beaucoup trop intimes là. Qu'est-ce qui m'arrive? Ben Marc, ça ne se dit pas.
Au téléphone, mon cœur bat si fort que je le crois entrer dans l'appareil. Je l'entends cogner dans le récepteur. J'ai tellement voulu qu'il m'appelle et maintenant sa voix est masquée par les échos de ma poitrine. Alors, j'aurais pas exprimé comme ça parce qu'elle fait rentrer beaucoup de choses dans plein de choses, quoi. Elle fait rentrer. J'avais pas adoré la façon, là, quand elle décrit dans un autre fragment, La branlette espagnole, la façon de. L'idée que le sexe rentre vraiment dans le vrai cœur, en fait. Je voyais pas ce que ça pouvait apporter, puisqu'on voit le cœur, la forme du cœur se prête pas à une métaphore de pénétration. Je voyais pas le rapport. Et là aussi, là, le cœur qui rentre dans l'appareil, je sens pas. Mais par contre, c'est vrai que quelquefois, on n'arrive pas à entendre l'autre quand on est trop ému, quoi. Donc là, je parle à ceux qui, de temps en temps, sont émus. Je parle pas aux reptiles. Quand je la pénètre, je ressens ses organes, ses viscères, muscles, tendons, os, comme s'ils étaient des animaux vivants dans une cage. Cette cage, c'est moi. Elle est doublée de ma peau qui recouvre la sienne. Bizarre, j'ai jamais ressenti ça. Il est devenu amnésique à la suite d'une encéphalite. Il ne peut plus se faire de nouveaux souvenirs. Pour avoir une mémoire des choses, il faut maintenant qu'il les partage avec moi. Il est cette dépendance, cette vie de couple nécessaire aux souvenirs. Sa mémoire est portée par notre vie commune. Tout ce qu'il fait seul sera perdu. Il m'en veut, il ne me fait pas confiance. Pourtant, avant sa maladie, nous avions déjà une mémoire à deux. Mais il se méfie maintenant, il me soupçonne d'inventer des événements, d'en enlever certains, de lui fabriquer de faux souvenirs. Il tient un carnet pour vérifier. Parfois, il falsifie lui-même sa mémoire. Il souffre aussi de ce que les docteurs appellent cofabulation. Il croit à des souvenirs qui n'existent pas. Il se trompe d'époque, de lieu. Il paraît que c'est fréquent avec l'amnésie. Il devient paranoïaque. Il pense que j'écris dans son carnet, que je le corrige. Il s'entraîne alors à reconnaître sa propre écriture. Il s'épuise à chercher la trace de ma calligraphie, de mon ingérence dans sa mémoire de papier. Écrire tous les faits et gestes du jour lui demande beaucoup d'efforts et de concentration. Il ne sait pas comment choisir sans attendre ce qu'il faut retenir pour se souvenir. Alors il écrit très vite, il écrit mal, il n'arrive pas à se relire. Alors là, il y en a eu des livres écrits sur la mémoire, les souvenirs, la déformation des souvenirs. Je ne connaissais pas cofabulation. Pas mal. Bon, j'adore pas ce mot, mais j'en ai découvert un, rien à voir, j'en ai découvert un de mots il y a 2 jours, la praxéologie. C'est l'étude de l'action au sens pratique du terme. C'est-à-dire que je trouve que c'est fascinant, quoi. Du coup, j'ai dérivé, je me suis renseigné sur la théorie d'engagement. C'est incroyable, hein, en fait, parce que c'est pas de la philosophie, mais c'est passionnant, en fait. Enfin, si, c'est peut-être de la philosophie, j'en sais rien, en fait. Il y a plein de disciplines, on essaie de leur coller des noms, mais c'est ni de la philosophie, ni de la littérature, ni de la psychologie, on ne sait pas. Mais quand même, ils arrivent à déterrer des choses intéressantes, en fait. Donc, il y a plein de choses intéressantes à lire, en fait, qui n'appartiennent à aucune discipline. C'est ce que je voulais dire. Ce que je préfère dans nos promenades, c'est les moments d'escalade où mon corps est trop étroit, trop court, où je dois grimper, sauter. Il me tend la main, il ouvre les bras pour me recevoir. Une fille. Savourons. Ça se fait rare. Après la douche, avant de se coucher, il avait toujours une trace d'humidité sur son slip. Je n'ai jamais su, même après des années, si c'était un reste de toilette, une goutte oubliée après le pipi, ou l'excitation de l'amour à venir. Je n'ai jamais osé lui demander. Ah, c'est génial. Toutes les hypothèses sont bonnes, c'est vraiment génial. Après la douche, avant de se coucher, il avait toujours une trace d'humidité sur son slip. Je n'ai jamais su, même après des années, si c'était un reste de toilette, une goutte oubliée après le pipi, ou l'excitation de l'amour à venir. Je n'ai jamais osé lui demander. Il prenait tout un tas de médicaments
anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères. Je les ai remplacés par des mots d'amour. De petites phrases notées sur des bouts de papier, des centaines, des milliers. J'ai commandé sur un site internet spécialisé en produits pharmaceutiques des gélules transparentes par paquet de 500. J'ai inséré dans chaque gélule mes minuscules écrits enroulés, à lire matin, midi et soir tous les jours. C'est beau ça. J'espère que c'est vrai, j'espère que c'est une vraie histoire, quoi. À une époque, j'ai fait ça. J'écrivais des petits mots, en fait, sur du papier, pour quelqu'un, qui était censé les porter, et puis les conserver, en fait, puisque je voulais constituer un texte, en fait, à partir de ces fragments qui avaient été portés, mais qui, une fois sur deux, les perdait, enfin, s'en foutait complètement. Ça a complètement cassé ce mouvement. Il m'en est resté, quoi, 4-5, et je sais plus où ils sont. Comment niquer quelque chose qui décollait, en fait, des pâquerettes, quoi. Quelque chose qui avait un peu d'ampleur. Facile, hein? Enfin, je pensais à lui sans arrêt, même pendant mes activités. Au travail, dans mon lit, avec les enfants, en me promenant, en me levant, en mangeant, en me couchant, en faisant le ménage, en lisant, en me douchant, en ne faisant rien. Quelques instants enfin, j'ai réussi à l'oublier, à force de concentration dans mon corps, en cours de yoga. Nous enchaînions des postures où je ne pensais plus à lui, où je ne pensais plus à moi, où ma souffrance, où je ne pensais plus qu'à mes mouvements et à ma respiration. Lors d'une posture que je ne maîtrisais pas très bien, en dynamique et les yeux fermés, je me suis coincé les cheveux avec mes bras ramenés en arrière et là, je l'ai senti brusquement. J'ai cru qu'il était près de moi, que sa main était dans ma nuque. Il suffisait que j'entende ce léger bruit de gorge, ce bruit qui n'appartenait qu'à lui. Ouais. Elle m'a regardé. Le monde et moi, nous sommes arrêtés. Ah, je comprends, mais je suis très loin de cette syntaxe, en fait. Bon, elle m'a regardé. Voilà, c'est un zeugma. Et je pratique très peu le zeugma. Elle m'a regardé. Le monde et moi, nous sommes arrêtés. Toutes les machines se sont immobilisées. Le vent était bâillonné, les feuilles des arbres n'osaient pas un geste, toutes les personnes, tous les animaux se taisaient, en pause comme dans un de trois soleils, sauf elle qui continue à bouger, à parler et à me sourire, comme si de rien n'était. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Il habitait dans la même rue que moi, juste en face, mais je n'ai jamais pu traverser le passage piéton. Je prenais mon bébé dans les bras, j'allais tous les jours devant le passage, les voitures parfois s'arrêtaient pour me laisser traverser, mais je restais de mon côté. Des années, tous les jours, je suis allé devant le passage. Il y avait de plus en plus de voitures. Des cantonniers ont installé un feu de circulation. Mon bébé a grandi, il est devenu un petit garçon qui me donnait la main. Il m'accompagnait devant le passage. Il me demandait pourquoi on ne traversait pas puisque le bonhomme était vert. Puis il est devenu un grand garçon qui avait cessé de me poser des questions et ne m'accompagnait plus. Je n'ai jamais su s'il me voyait, lui, s'il nous voyait, son fils et moi, s'il nous regardait rester devant le passage. Oh. Là, elle a refait là, son coup de la dernière phrase qui tue, là. Hein? Elle nous l'a refait, là. Je n'ai jamais su s'il me voyait, lui, s'il nous voyait, son fils et moi, s'il nous regardait rester devant le passage. Elle nous l'a refait. D'accord? Merci. C'était cool. C'est agréable, quelquefois, une claque dans la gueule. Ça fait du bien. Moi, je trouve que c'est sympa. Ouais, il faut que ce soit consensuel. Hein. Je sais pas, je trouve que une petite claque de temps en temps, ça fait du bien. Enfin, c'est agréable. Dans un contexte érotique, évidemment, pas... Ah, putain, il faut se justifier, hein, sinon on finit au commissariat. Et puis dans les deux sens. C'est bon? Ça va? J'ai le droit d'exister?
J'ai compris qu'il avait des sentiments pour moi, quelque chose proche de la confiance, quand j'ai remarqué qu'il ne parlait qu'à moi. Ça suffit pas comme indice. Non, non, c'est pas nécessairement de la confiance, hein, c'est juste Ken, hein, c'est tout. C'est plutôt de la persévérance que de la confiance à la rigueur. Mais j'ai fêté les rois avec mon amoureuse, ma sœur et mon amie d'enfance, les 3 femmes de ma vie. Nous étions invités chez ma sœur, et il y avait aussi son mari, leurs enfants, le compagnon de ma meilleure amie. C'est lui qui a coupé la galette et distribué les parts en suivant les directions brouillonnes des petits sous la table. À la première bouchée, j'ai senti la fève dans ma bouche. J'étais tout prêt à réclamer la couronne, quand je me suis souvenu que j'allais devoir désigner ma reine. Comment choisir entre les 3 femmes de ma vie, ma reine d'un jour? Je les ai regardées l'une après l'autre, puis j'ai discrètement avalé la fève. Oh, ça c'est très original. C'est vraiment original, c'est bien vu, mais c'est surtout l'originalité là. Là, c'est vraiment, alors là, je dirais que c'est de l'ordre impossible à imaginer, impossible à, c'est pas possible que ça soit un fragment inventé en fait. Ou alors bravo quoi. Ou alors bravo. Mais ça c'est, ah ouais, c'est très très singulier. C'est la qualité, vraiment et c'est crédible. Et puis, je sais pas vous, mais avant la fin du fragment, je me suis dit, ah merde, il va se retrouver avec la fève, il va devoir désigner sa reine, et tout le monde est casé, et lui est tout seul, donc il n'y a pas de reine à désigner. Donc j'ai cru que ça allait être ça. Et puis finalement non. En fait, il avale la fève parce que... Donc moi j'ai eu droit à 2 fins. Celle à laquelle je me suis attendu pendant une tierce de seconde et la fin réelle. Je sais pas vous si vous en avez eu 2. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On est page 198. Bon, je suis désolé hein, pour de m'être énervé au début de la vidéo. Même si je considère que ces révoltes-là, qui ont un caractère un peu comme ça, hein, personnel, un peu nerveux, un peu perdu dans la ville en fait, elles sont nécessaires en fait. Elles relèvent quand même aussi elles relèvent d'un instinct politique en fait, un instinct de la police avec un S. Voilà. Donc il y a quelque chose comme un instinct de la police là qui commence à remuer en moi et qui m'intime l'ordre de sortir sans attestation. Voilà. Je ne vais pas aller tousser sur les berceaux, mais je ne vais pas rester plusieurs mois enfermé volontaire chez moi. Ça, c'est pas possible pour moi. Voilà, je suis désolé. Sur ce, je vous fais plein des bisous. Et on se voit demain. Là, ça commence vraiment à taper là.